Bon, je pensais à ça l'autre jour en rejoint à Uncharted 4. Comment on classe ce jeu, sérieusement? Ah, la grande question. On dit action-aventure, mais ça veut tout et rien dire. Il y a du tir, de la plateforme, de l'explo, des énigmes. C'est ça. J'ai l'impression que les genres qu'on utilise depuis des années, jeu tir, plateforme, c'est complètement dépassé. C'est exactement ça. Les étiquettes de genre, c'est devenu du marketing et plus qu'une description du gameplay. Oui. Et le pire, c'est que la technologie les rend obsolètes à une vitesse folle. Prends un truc tout bête, le light gun game, Duck Hunt. Évidemment, Duck Hunt sur la NES avec le pistolet en plastique. C'était un genre entier, défini par cet accessoire. Sauf que ce pistolet, il fonctionnait avec le balayage des écrans cathodiques. Ah, je vois où tu veux en venir. Aujourd'hui, tu le branches sur un écran plat. Il se passe rien. Le genre a disparu à cause d'une télé. C'est fou, non? C'est un super exemple. Ça montre à quel point ces classifications sont fragiles. Du coup, c'est le problème qu'on attaque aujourd'hui. On a trouvé des recherches qui tentent de faire table rase de tout ça, de déconstruire les jeux pour trouver leur essence, quoi. Oui, et pour ça, on s'appuie surtout sur le livre de Julian Alvarez, Approche atomique du jeu vidéo. L'idée est vraiment ambitieuse. C'est-à-dire, Trouver un système de classification qui soit stable, formel, qui ne dépend ni de la technologie, ni des modes, ni de la vie du joueur. Et l'idée de base est assez vertigineuse. Et si tous les jeux, de Pong à Minecraft, étaient en fait construits à partir des mêmes briques de base? c'est ça qu'on va explorer. Comment cette théorie a été imaginée, comment elle a été mise à l'épreuve, et on va voir qu'elle a bien été secouée, et ce qu'elle est devenue. C'est une véritable enquête sur l'ADN du gameplay. Allez, on plonge. Alors pour commencer cette déconstruction, l'inspiration, elle vient pas du tout du jeu vidéo, Ah non, non. ni de l'informatique, ça vient d'un endroit beaucoup plus surprenant. La linguistique et plus précisément l'analyse de contes de fées. Attendez, contes de fées? Sérieusement, je m'attendais à de la théorie des jeux ou un truc de matheux, mais des contes russes du début du XXe siècle? Comment ils ont fait ça? C'est surprenant, mais c'est la clé. En 1928, il y a un formaliste russe, Vladimir Prop, qui a analysé une centaine de contes merveilleux russes. D'accord. Et il a remarqué que, même si les personnages, les lieux, les objets magiques changeaient, La structure de l'histoire, elle, était toujours la même. toujours. Toujours. Il a identifié 31 fonctions. En gros, ce sont les actions fondamentales qui font avancer l'intrigue. Le héros quitte la maison, le héros reçoit un objet magique, le héros affronte le méchant, tu vois le genre. Ok, je vois. Peu importe que ce soit un prince ou un paysan, s'il reçoit une épée magique, c'est la même fonction. C'est la structure qui compte, pas l'habillage. Voilà. Donc l'idée d'Alvarez et de son collègue, Damien Djaouti, ça a été d'appliquer ça aux jeux vidéo. Exactement. Trouver les fonctions du jeu, les actions fondamentales, les verbes du gameplay. Ils ont appelé ça les briques gameplay. Ok, alors c'est quoi ces fameuses briques? Au début, ils en ont trouvé combien? Orange, ce sont les objectifs, ce que le jeu te demande de faire. Les buts, c'est ça. Il y en a 3. Éviter, comme slalomer entre les voitures. Atteindre, comme arriver à la fin du niveau, ou même juste garder la balle en jeu dans Pong. Et la troisième, c'est détruire. Détruire, ça me parle. Space Invaders. Mais ils l'utilisent dans un sens assez large, j'imagine. Dans Pac-Man, on détruit pas vraiment les pack-gommes. Oui, détruire ici, ça veut dire faire disparaître un élément du jeu, que ce soit un ennemi, un astéroïde ou une pack-gomme. C'est l'objectif. D'accord. Et pour atteindre ces objectifs, on a la deuxième famille, les briques Play, en bleu. Là, ce sont les moyens, les actions du joueur. Là, il doit y en avoir plus. Déplacer son personnage, évidemment. Tirer. Classique. Choisir un objet dans un inventaire. Quoi d'autre? C'est ça. On a aussi créer, gérer des ressources aléatoires pour tout ce qui est lancer de dés, le hasard, et écrire pour les jeux d'aventure textuels, par exemple. Ok, donc objectif d'un côté, moyen de l'autre. Simple et logique. Mais c'est là qu'ils ont dû remarquer des schémas, des associations qui revenaient tout le temps. Absolument. Et c'est le cœur du modèle. Ils ont appelé ça une métabrique. C'est l'association d'une brique objectif, orange, et d'une brique moyen, bleu. Ah, la combinaison des deux. Voilà. C'est cette combinaison qui forme le noyau d'un challenge, la boucle de gameplay fondamentale. Donne-moi un exemple concret, le plus simple. Tu prends l'objectif détruire et tu l'associes au moyen tirer. Et ça donne La métabrique
skillé. C'est l'essence de Space Invaders, mais aussi de Doom ou Call of Duty. Ou alors, tu prends l'objectif éviter et le moyen déplacer. Ça donne la métabrique driver. Donc Pac-Man qui fuit les fantômes ou un jeu de course. Exactement. D'accord, le concept est élégant, mais est-ce que c'est pas un peu réducteur? Killer pour Space Invaders et pour un FPS moderne, c'est quand même pas la même chose en termes de sensations, de stratégie? C'est une très bonne objection. Et la réponse du modèle, c'est que son but, c'est pas de décrire toute l'expérience de jeu. Pas les graphismes, pas l'histoire, Juste la mécanique. juste la mécanique de base, le squelette. Un vélo et une Formule 1, c'est très différent, mais la mécanique de base, c'est de faire tourner des roues pour avancer. Là, c'est pareil. Et à partir de là, ils ont créé un premier tableau avec une vingtaine de métabriques, une sorte de première ébauche du tableau périodique des éléments du jeu vidéo. Justement, j'avais y venir. Parce que c'est bien de créer un joli tableau, mais comment on sait si ça marche? Ils l'ont mis à l'épreuve, j'imagine? Et comment? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont donné le modèle à des étudiants en game design avec une consigne toute simple. Cassez-le. Ah, j'adore. Trouvez des jeux, des mécaniques, n'importe quoi qui rentre pas dans les cases. Le test ultime. Le crash test. Alors, qu'est-ce qui a cassé en premier? Le premier retour, c'était un détail, mais ça montre le souci de rigueur. Dans la liste des briques moyens, il y avait aléatoire. Oui. Les étudiants ont fait remarquer à juste titre que toutes les autres briques étaient des verbes. Déplacer, tirer. Et aléatoire, c'est un adjectif. Exactement. Du coup, pour la cohérence, la brique a été renommée randomisée. C'est un détail, mais ça montre qu'il cherchait un système formel et propre. Ok, ça c'est de la finition. Mais il y a dû avoir des défis plus costauds. Oui, le premier vrai caillou dans la chaussure est arrivé avec une question simple. Comment on classe les jeux qui utilisent un micro? Ah, bien vu. SingStar. Voilà. SingStar où il faut chanter juste, ou même des jeux où tu dois crier ou siffler. C'est un vrai problème pour leur modèle. L'action du joueur, c'est sa voix. Mais ça rentre nulle part, c'est pas écrire. Non. Dans SingStar, le jeu se fiche des paroles, il analyse la hauteur de ta voix, la tenue de la note. Dans d'autres jeux, c'est l'intensité d'un souffle. C'est une interaction qui n'était pas prévue. Donc, il manquait une brique. La conclusion était simple, oui. Ils ont donc créé la brique vocalisée. Le modèle s'adapte, il évolue. C'est bon signe. Mais j'imagine que c'était pas la fin des problèmes. Loin de là. La plus grosse remise en question est venue d'une brique qu'on pensait bien comprise. Détruire. Le débat a été lancé. Est-ce que c'est vraiment un objectif ou est-ce que ça serait pas plutôt un moyen? Attends, comment ça? Dans Space Invaders, l'objectif c'est bien de détruire les aliens. Ça me semble clair. Ça semble clair, mais prends l'exemple de Bomberman. Ah, Dans ce jeu, ton personnage pose des bombes. Ça, c'est la brique choisir. Choisir où et quand poser la bombe. ok. Le but de cette bombe, c'est de détruire des murs pour te frayer un chemin. Là, détruire est un moyen, pas une fin. Oui, Mais l'objectif final du niveau, c'est de détruire tes adversaires avec ces mêmes bombes. ah oui, là c'est un problème. La même brique est à la fois un moyen et un objectif dans le même jeu. Voilà. Pour un système qui se veut formel, c'est une contradiction majeure. Ça casse le modèle. Ça le fissure sérieusement. Et en creusant, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une exception. En fait, l'action de détruire est toujours la conséquence d'une autre action. Comment ça? Tu ne détruis pas directement avec ton cerveau. Tu tires, et ça détruit. Tu choisis de poser une bombe, et ça détruit. Détruire, ce n'est pas une action directe du joueur. C'est un résultat à l'écran. Joie. C'est une distinction subtile mais... Fondamental. C'est la différence entre ce que je fais, appuyer sur un bouton, et ce qui se passe, l'ennemi qui explose. Et cette idée, elle a dû tout changer. Ça a provoqué une refonte complète du modèle. Il suffisait plus d'avoir juste des objectifs et des moyens. Il a fallu créer de nouvelles catégories pour être plus précis. Alors comment ça s'organise maintenant? Le modèle a été réorganisé en 4 familles. Les objectifs, game, en orange, ont été réduits aux 2 plus fondamentaux. Atteindre et éviter. C'est le but ultime que le jeu te donne. Et détruire alors? Elle va où? Elle va dans une toute nouvelle catégorie. Les résultats, outcome, en vert. On y met détruire et son opposé logique, créer. Ah, d'accord. Ce ne sont plus des objectifs ni des actions, mais des conséquences visibles. Un élément apparaît ou un élément disparaît. C'est beaucoup plus logique. D'accord. Ça me plaît. Et les autres briques? Il y en avait une qui me semblait un peu bizarre, c'était gérer. Très bonne remarque. C'est la 3e nouvelle catégorie. La condition.
en violet. Gérer, c'est pas une action, c'est un état qui conditionne tes autres actions. Genre, est-ce que j'ai assez de munitions pour tirer? Exactement. Est-ce que j'ai assez de mana pour lancer un sort? Etc. C'est une condition qui doit être remplie. Donc il nous reste les vraies actions du joueur. Voilà. C'est la quatrième et dernière catégorie. Les moyens, play, en bleu. C'est là qu'on retrouve déplacer, choisir et shooter. Tu remarqueras que tirer est devenu shooter. Pourquoi ce changement? C'est pour inclure les coups au corps à corps. Un coup de poing, c'est vu comme une sorte de tir à bout portant. Avec cette nouvelle structure, le modèle est devenu plus solide, plus élégant, et le nombre de métabriques est passé d'une vingtaine à seulement 12. Le crash test a été une réussite en fait. Il en est sorti bien meilleur. Bon, le modèle a été affiné, il est plus robuste. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose en dehors du labo? Est-ce que les gens qui fabriquent les jeux s'en sont emparés? C'est le moment de la confrontation avec le monde réel. Et les retours ont été plus pragmatiques. La critique principale des pros de l'industrie, c'était que le système était trop complexe, trop lourd pour un usage quotidien. Je peux l'imaginer. J'entends d'ici un chef de projet dire Écoute, ton truc est sûrement très intelligent, mais moi j'ai besoin de décrire un jeu en 3 secondes. C'est ça. Action-aventure, RPG en monde ouvert, tout le monde comprend. Je vais pas commencer à lister des métabriques sur la jaquette du jeu. C'est exactement ça. Et cette critique était renforcée par un autre problème, surtout avec la première version du modèle. Sur un échantillon de 600 jeux, le système avait généré 164 familles de gameplay. Ah ouais, c'est beaucoup trop. Un système de classification qui crée autant de catégories, c'est pas très utile. Le ratio n'était pas bon. Mais attends, t'as dit que le modèle a été amélioré. La nouvelle version avec 12 métabriques, elle est plus efficace, non? Bien plus. Et c'est là qu'il faut nuancer la critique. Avec un système plus épuré, les combinaisons sont beaucoup plus pertinentes. Et surtout, la base de données de jeux a explosé. On parle maintenant de près de 40 000 jeux. Ah oui, quand même. Et sur un volume pareil, le ratio jeux par famille devient soudainement très intéressant et permet de voir émerger de vrais genres structurels. Donc ce n'est peut-être pas un outil pour le marketing ou pour le grand public, mais ça a une autre utilité. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que son potentiel se révèle ailleurs. Pour un critique qui veut faire une analyse en profondeur, c'est un outil formidable pour décortiquer pourquoi un gameplay fonctionne. Ou pas? Ou pas. Et pour un game designer, c'est encore plus puissant. Il peut utiliser les briques pour décomposer une idée, vérifier la solidité de sa boucle de gameplay, ou même pour innover en essayant des associations de briques inédites. C'est une boîte à outils pour la conception. Et le monde de la recherche, il en a pensé quoi? Ah, le monde académique, lui, a tout de suite vu l'intérêt. Le modèle a été cité, utilisé dans des dizaines de publications scientifiques partout dans le monde, et pas seulement en informatique. Ah bon? En sciences de l'éducation, pour analyser des jeux sérieux, en sciences de l'info, et même dans des études sur l'art numérique. Ça a fourni un langage commun, une base formelle qui manquait pour parler de gameplay de manière structurée. Donc même si ça n'a pas remplacé le mot RPG sur Steam, ça a donné aux chercheurs et aux créateurs une sorte de scalpel pour disséquer les jeux. C'est une excellente image. C'est un outil d'analyse, pas une étiquette de supermarché. Finalement, si on prend un peu de recul, on est parti d'une question toute simple. Comment on classe les jeux? Et on arrive à un système complexe qui a évolué, qui a été mis au défi et qui s'est amélioré. C'est une sorte de chimie du gameplay. J'aime bien cette idée. Ce modèle, il nous propose de ne plus voir un jeu comme un bloc monolithique, mais comme une structure composée d'atomes, les briques, qui s'assemblent pour former des molécules, les métabriques. C'est une vision du jeu beaucoup plus profonde. Et ça m'amène à une dernière pensée. Si on accepte cette idée, si on peut vraiment décomposer tous les jeux en un tableau périodique d'éléments, qu'est-ce que ça nous dit sur la créativité? Est-ce que ça veut dire que les créateurs de jeux ne sont que des chimistes qui recombinent des éléments existants en espérant une réaction intéressante? Ou est-ce que, au contraire, c'est justement la connaissance parfaite de ces atomes, de leurs propriétés, qui est la clé pour inventer des combinaisons totalement nouvelles, pour créer des molécules ludiques encore inconnues et nous offrir des expériences de jeu qu'on n'a même pas encore imaginées?